Téléspectateurs, bonjour, merci encore une fois parce que vous choisissez de regarder des écailles sur chaîne 20. Aujourd'hui, nous avons des privilèges pour nous accueillir le député Jerry Tardieu, le député de Pétionville, président du groupe des parlementaires à l'écoute du peuple. On va parler sous trois lois. D'abord, la loi de 1994 qui crée la PNH. Jerry Tardieu, député du peuple, quelle est l'actualité de l'amendement de certains articles à cette loi? Bon, c'est une loi qui gagne peut-être 20 à 22 articles en plus de loi qui existait. Pour qui ça? Parce que c'était nécessaire qu'après toute année, ça. Pour ce jour là, il date de novembre 1994, il dépassé. Et entre-temps, le pays a changé. La police nationale a 3 000 personnes. Je dis à 15 000 personnes bientôt. Moi, pareil, pour me déposer une loi proposant une réorganisation de la police nationale d'Haïti. Il y a plusieurs innovations organisationnelles, il y a des innovations sociales, il y a des innovations institutionnelles. C'est pour nous apprendre, par exemple, des innovations organisationnelles. Nous tous toujours connaissons qu'il y a 3 grandes directions centrales. Police judiciaire, police administrative et DCA. Il y a 8 il y a 5 nouvelles directions centrales. Direction centrale de la police territoriale, direction centrale de la police frontalière, direction centrale de la police pénitentiaire, direction centrale de la formation, et puis il y a la direction centrale des ressources humaines qui la donne 2 composantes importantes. Une direction du bien-être des policiers, et ça, extrêmement important, une direction médicale. Pour qui ça? Parce que Robinson, je trouve que c'était un bail qui est regrettable que les gens qui sont censés avoir nous sécurité dans le pays a vivre dans l'insécurité. Question logement, question médicale, question protection sociale, policiers déprivés de tout. Donc, une innovation dans la loi, c'est la direction ressources humaines, qui a 2 sous-directions là-dedans, qui ont une grande mission. C'est travail pour que les policiers se sentent bien pour protéger la société. Donc, ça, c'est un peu une innovation. Ensuite, nous faisons 3 étages juridiques et nous remettons quelques pendules à l'heure, je dirais. Par exemple, la Constitution prévoit un commandant en chef de la police nationale. Pourtant, nous toujours parlé de directeur général. Et même là, nous parlons de directeur général, pas de jamais directeur général adjoint. So, le directeur général la partie, bon problème. Qui est-ce qui remplace pendant le parla? Un exemple. Tout ça, c'est des petits problèmes, des petits flous qui demandent de corriger. En tout, l'organe de travail, c'est la police nationale, là, avec nouvelle loi, il est mieux organisé, dans le sens que le renforcer capacité, structure, organisation, donc il est mieux paré pour répondre aux défis de demain. Quelle corrélation amendement ça a gagné avec le livre blanc de la défense qui était élaboré et qui était présenté par le président Martelly avant son départ? Je pense que c'est 2 bagages différents. Bien que nous toujours parlé de sécurité, donc nous sommes dans le domaine sécuritaire, mais quand même gagner une spécialité policière. Et je suis d'accord. Le leasing, c'est quoi ce terme anglais? Bon, crédit bail en français, et leasing, c'est le terme le mieux connu. Mais c'est capacité pour capable acquérir un bien, mais leur acquérir le jouissance et sans qu'on pas propriétaire. Et l'avantage que le gagne, c'est que vous pouvez acquérir bien à travers un financement côté que vous avez un cop par mois, sans pas obligé un gros cop devant. Exemple. Et Robertson Alphonse besoin d'acheter une belle machine et qui coûtait $40,000. Et malheureusement, la pour le bail souvent 25-30% là-dedans. Donc il faut la chercher $10,000 pour le bail. Et tandis que dans un grand pays, aux États-Unis surtout, en Amérique du Nord, il y a une possibilité pour que font crédit bail, en leasing. Ça veut dire que banque là ou bien institution qui finance au jour, ou doit acheter machine là pendant 3 ans, la coûte $200 par mois, $300 par mois. Donc vous pas pour dépenser $10,000. Donc vous achetez en leasing. Seul bagage après 3 ans, machine pas pour vous, ni pour institution qui prête l'argent. Si vous décidez pour acheter parce qu'on traite on vient faire un petit cob, ou acheter à des conditions déjà prédéterminées, ou bien simplement ou pour mettre société parce qu'à l'époque que vous avez 3 ans pour posséder des biens ou beaucoup prêt pour acheter. Donc son mécanisme qui permet plus de monde acheter plus de bagages, qui bénéfique pour l'économie et qui bénéficie en pile la classe moyenne. Parce que je toujours dis, le plus gros problème pays ça, c'est que la classe moyenne n'a pas de pouvoir d'achat et n'oubliez-le, nous pas penser à ça pour nous faire, pour nous permettre jeunes garçons, jeunes femmes qui font que dans l'université, qui fait cap travail dû dans une société côté dollar aujourd'hui à 62 gouttes, ils ont perdu le pouvoir d'achat. La loi sur la microfinance, ça lié qui innovation? On nous précise d'abord que c'est député Aoudou Bien-Aimé et qui fait exposer les motifs là et en partenariat, en collaboration avec moi, puisqu'on travaille sous loi ensemble. En Haïti, il y a un gros problème, l'accès au crédit. L'inclusion financière, elle n'est que théorique en Haïti, elle n'est pas dans la réalité. Puisque 80% de notre population vit en dehors du système bancaire. Il ne va pas prendre prêt la banque, il ne va pas déposer comme la banque, il ne va pas retirer comme la banque. Mais c'est 80% de notre économie. Et le plus souvent situé en dehors de la République de Port-au-Prince.
Et qui est-ce qui desservit 80% de la population ça? C'est des institutions de microfinance, des entreprises de microfinance. Mais souvent mal organisées, mal gérées, non réglementées, avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. Idée pour régulariser les institutions microfinancières, c'est d'abord un cadre légal, côté capable de fonctionner, côté capable d'enregistrer, et côté que les gens qui viennent faire business avec eux capable de garantir que c'est pour un charlatan, c'est pour un bakoulou qui court à Kobio demain matin. Donc, c'est ça tout législateur. C'est ça hommes et femmes d'État. C'est protéger les petits épargnants. C'est protéger ça qui pauvres, ça qui pas gagné. Donc, loi ça rentre dans le cadre de ça tout de protection contre peut-être pas capable des individus qui pourraient être mal intentionnés. Nous avons avec nous maintenant un autre invité, c'est Maître Jean-Bonal Fatal, qui est secrétaire général de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé. C'est également un représentant du secteur syndical dans le Conseil supérieur des salaires. Si nous avons l'état de santé du mouvement syndical dans sa globalité en Haïti, ça tu répondre, Maître Jean-Bonal Fatal? Catastrophique. Pourquoi? Parce que on a un pays, si pas de travail dans le pays, on n'est pas capable de gagner un mouvement syndical qui est fort. Si nous regardons le taux de chômage là, qui est plus que 60%, si nous regardons, là on a parlé de chômage réel, là, là que nous regardons une situation pareille, sans compter, et attaque qui par exemple suspend fait sous mouvement syndical dans un pays qui est plein chômage, là que le monde dans le syndicat, le monde le plus peur, et comme si travail, que vient travailler là, le travail dans une entreprise, il pas connaît son droit lié, travail là vient comme si son faveur que fait. Dans ce sens ça, mon n'a peur pour ne pas révoquer parce que en pile fois, il révoqué, nous croyons que les que on a syndicat en Haïti, c'est pas on met ça faire que lié. Conseil supérieur salaire là, ça lié, qui origine, qui mission, qui attribution? Conseil supérieur salaire là, c'est une institution qui a existé depuis les années 80. Et dans les années 80, nous avons sous le gouvernement Jean-Claude Duvalier, il a connu plusieurs rapports. Mais depuis le départ de Duvalier, le conseil là était dysfonctionnel. Et à partir de une loi, que les lois Steven Benoît, que nous profitons pour nous saluer, c'est que l'IT proposé dans la loi ça et reprise question Conseil supérieur des salaires là. C'est un conseil tripartite qui ça veut dire qu'il y a trois secteurs, gouvernement représenté là-dedans et secteur patronal là et secteur syndical là. Qui là pour le dire et chaque année est-ce que yo doit augmenter ou pas salaire minimum. C'est le rôle conseil là pour faire proposition parce que c'est pas lui même qui a fixé salaire là, là fait proposition par exécutif là lui-même là prend un arrêté pour le publier qui pour permettre que ça et entre en application. Qui critères qui utilisés pour déterminer l'utilité ou non de l'augmentation salariale? Et premièrement, il y a l'article 137 Code du travail là qui dit clairement les taux d'inflation ont dépassé 10% et il faut ajuster le salaire minimum non, en fonction du coût de la vie. Ensuite, ça nous relève les indices des prix à la consommation. Il y a le taux d'inflation, ça nous relève le taux de change et l'autre facteur économique ou garder l'environnement global là tout ou pour garder toute question ça pour capable prendre une décision premièrement faut et conseil là c'est d'abord c'est pour permettre que travailleur capable d'aller un souffle mais tout conseil là comme conseil ou pas qu'à dit comme ça que et ou prendre des décisions qui sont extrêmement populistes pour que au lieu que ou porter solution ou porter plus problème. Maintenant pour faire travail ça son travail qui pointu salaire yo de mouvement et au mal dans l'économie, il doit provoquer un paquet l'autre et fait. Est-ce que nous avons des techniciens qui aident nous faire analyse technique ça pour que nous fassions proposition nous à l'exécutif? Moi crois que c'est une plus grosse difficulté. Je dis que l'État haïtien pas mettre même un centime à la disposition du Conseil supérieur des salaires. Ça c'est premier bagage. Deuxièmement, l'État haïtien pas mettre des cadres. Là que pour travailler ça au fait, ce qui ça nous fait, nous-mêmes bon moi-même pas économiste, pas aucune formation en économie, mais par contre moi obligé dans le secteur pas nous on obligé garder qui gens qui sont en nous consulter des économistes qui ont des gens proches nous pour capable ban nous de avis, nous essayer garder et puis tout là que nous fait des rencontres avec secteur patronal, avec secteur syndical, avec des économistes. Même là encore, moi-même j'ai des reproches que m'a adressé à économistes nous qui ont un comportement marron. Comportement marron, là que ou invité yo. L'on invité yo doit parler, fait 2 heures de temps, y a parlé, là que ou demander yo. Selon tout ça nous dit là. Si nous-mêmes nous ta dans place conseil là, qui proposition nous-mêmes nous t'es capable faire?
Ils ont toujours dit, ah, c'est plus gros problème, c'est plus gros question qu'on pose nous là, moi-même, je j'aimerais mettre en place. Non. Pays, pour que j'aime définir qui est priorité. Moi, quand je pays, définir qui est priorité, l'institution, il y a mis cadre technique et toutes questions question de travail sont questions que je prends en considération. L'État pour que j'aime capable de mettre comme ça à la disposition pour être capable de syndicat, bail secteur patronal, l'autre monde des formations pour capable prendre qui pas coûter grand chose. Alors que même nous même dans le secteur syndical, on connaît n'importe qui groupe dans le pays, si nous disons nous allons faire un petit sourire, l'État est prêt pour le financer petit sourire là. Parce que nous pouvons jamais déterminer qui ça qui priorité pour nous. Ou après dans tout média, dans tout côté, question politique yo toujours très pointu. Yo toujours nous parler 99% politique. Mais on regarde des questions de travail, on regarde des autres questions pour nous, c'est des questions qui sont extrêmement marginales dans le même débat public. Qui ça qui gagne dans le rapport ça comme proposition, nous allons regarder ça, et qui différents secteurs qui sont concernés par les recommandations ça? Et parmi les recommandations que le Conseil a fait année, le Conseil a venu avec une question que nous estimons qui est très innovant. C'est le salaire des travailleurs et travailleuses domestiques, c'est-à-dire les gens de maison. Là-dedans, nous estimons que il n'est pas possible pour un pays continuer sous de faux prétextes à perpétuer sanitaire ou ces inégalités. Le secteur textile là et lycée et un secteur côté nous proposons là dans les 300 gouttes comme salaire et de base là et 350 gouttes comme salaire de production. L'année dernière, lorsque le salaire a augmenté, il était $5,04. Les derniers ajustements, il était $5,04. Aujourd'hui, il y a environ $4,80 proposition que nous faisons. Nous ne pouvons pas comprendre la position et Clifford. C'est que le groupe APED, il a dit qu'il voulait pour salaire là, c'est pour te mettre 15 gouttes, pour te 265 gouttes. Mais c'est une proposition qui est inacceptable, qui n'est pas sérieuse. Parce qu'il a essayé et voler 2-3 graines $, chaque jour sous des ouvriers qui ne peuvent pas même manger. Et le président privé est très saisi. On regarde des comportements privés qui allient avec le secteur patronal là, pour ne pas permettre que au moins mon yo joine ajustement ça, la traîner pied sous salaire minimum là. Secteur ça qui si me prend Adi par exemple. Adi pas même on latrine yo pas fait dans pays hein. Yo pas aider la culture, yo pas aider rien du tout, yo pas aider le sport. Ça veut dire que yo pas aucune responsabilité sociale. J'ai un invité, et je suis très honoré de l'avoir, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, c'est M. Vincent Degers. J'espère avoir bien prononcé. C'est quoi la semaine de l'Europe, M. l'ambassadeur? Écoutez, c'est une semaine pour faire un peu le bilan de notre amitié entre l'Union européenne et Haïti. Ça fait 27 ans que l'on coopère, donc chaque année on fait un petit peu le point, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé et qu'est-ce qu'on ambitionne pour l'avenir. C'est faire le point sur la coopération, c'est aussi familiariser le public haïtien avec l'Union européenne. Oui, c'est faire connaître un peu l'Union européenne plus largement auprès du public haïtien. Et puis c'est aussi montrer que l'Union européenne est active un peu partout dans le pays. Donc je disais, notre souci par exemple cette année, c'était pas de lancer l'opération à Port-au-Prince, dans la République de Port-au-Prince comme on dit souvent, mais dans un autre département. Et cette année on a choisi d'aller dans le nord, donc on était lancé l'opération à Cap-Haïtien et montrer des réalisations concrètes, un exercice sismique de simulation, d'évacuation qu'on a fait à Cap-Haïtien, inaugurer un bâtiment, le bâtiment du ministère des Travaux publics de Cap-Haïtien. Et puis après on est allé vers l'est, vers Kapoti, vers Ouanaminthe pour inaugurer des pistes rurales et voir un peu les progrès dans nos investissements là-bas. C'est quoi l'Union européenne? L'Union européenne, c'est un animal un peu particulier. On dit toujours c'est un animal sui generis, pour prendre un terme latin, donc un peu ambigu, on va dire, d'un certain point de vue. C'est le rassemblement d'un certain nombre de pays ensemble. C'est pas encore ou pas vraiment une fédération en tant que telle, mais quand même de plus en plus, c'est un acteur qui est regroupé et qui intervient de manière de plus en plus forte sur la scène internationale. Et c'est aussi en interne une grande aventure, une grande et belle aventure qui a commencé il y a plus de 60 ans quand, comme on dit, les pères fondateurs de l'Union européenne ont dit bon, on a déjà eu 2 guerres mondiales sur notre sol, plus jamais ça. Maintenant, il faut vraiment trouver les moyens d'éviter le conflit sur notre territoire européen. Maintenant, en ce qui a trait à l'aide publique au développement, quels sont les mécanismes de cette aide? Quelle entité technique de l'UE élabore les stratégies et définit les allocations? Des détails là-dessus. Des détails là-dessus. D'abord, ce qui est important, c'est le budget.
Parce qu'il faut déjà avoir de l'argent. Donc on va dire que ce qui est bien d'un certain point de vue, c'est que traditionnellement, l'Union européenne est le premier donateur d'aide au monde, que ce soit de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire. Donc ça, c'est bien de le rappeler aussi de temps en temps. Donc nos décideurs, nos ministres et nos parlementaires décident du budget de l'Union européenne et allouent une part extrêmement importante de ce budget à l'aide au développement. Donc on a des accords de partenariat avec nos pays partenaires de développement, c'est notamment les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique. On remonte dans le temps, on remonte à 1975, donc c'est la convention de Lomé de l'époque. Haïti a rejoint la convention en sortant de la dictature, donc en 89, Haïti est devenu membre de la convention de Lomé et depuis ce temps-là, on a enclenché notre processus de développement. Ça veut dire quoi? C'est un partenariat, donc on décide, Haïti propose ses politiques de développement qu'elle souhaite mettre en œuvre et nous les étudions et nous sélectionnons les priorités qui nous paraissent les plus pertinentes et ensuite on met en œuvre conjointement le processus. J'insiste sur un point, c'est que en fait une grande partie des fonds du développement vont être soit gérés au titre de l'appui budgétaire, donc directement, je veux dire, dans les caisses du trésor public haïtien, soit vont être mis en œuvre par un partenaire qui est l'ordonnateur national ici dans le pays, qui va recevoir nos fonds et avec les ministères techniques gérer ces fonds, avec bien sûr une supervision de notre part sur la manière dont les choses se font. On fait des choix, par exemple, on va dire, on va vouloir en termes d'infrastructure mettre la priorité sur tel axe d'infrastructure. Donc on a fait la route du Nord, par exemple, entre le Cap Haïtien et Ouanaman. Donc ça, c'était un projet qui a été réalisé. Plus récemment, on est en train de finaliser ces jours-ci la route Las Cobas-Belader. Donc ça, c'est un autre axe routier. Quand on regarde le choix de financement de certains tronçons, il y a des gens qui disent, vous voyez, c'est le financement de la route nationale numéro 6, et Carrefour-la-Mort qui mène à la frontière. C'est Las Cobas-Belader qui mène à Elias Pine. Ouais. C'est Malpasse qui mène à la République dominicaine. Est-ce qu'il y a dans ce choix de financement une volonté de mieux connecter les deux pays et les deux économies? Je pense que c'est de toute façon dans l'intérêt d'Haïti d'avoir une meilleure connexion certainement avec les pays voisins. C'est ce que nous on a expérimenté modestement aussi au niveau de l'Union européenne. Au niveau de nos États membres, souvent il y avait des politiques nationales de transport qui étaient mises en place qui ne tenaient pas toujours en compte ce qui se passait dans le pays voisin. Donc on avait parfois des routes qui aboutissaient à la frontière, il n'y avait pas de prolongement de l'autre côté de la frontière, donc c'était un petit peu problématique. Donc il a fallu harmoniser tout ça, avoir une conception plus homogène de l'espace et du territoire pour faciliter le commerce, le développement, le transport des personnes, des biens, etc. Parce que je crois que si on veut rentrer dans une dynamique gagnant-gagnant de développement, il faut bien sûr avoir ces interconnexions. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais je dirais, notre grande priorité quand même, avant tout, je dirais, quelque part ici dans le pays, c'est quand même la colonne vertébrale du pays. C'est de relier Cap Haïtien à Port-au-Prince. Donc on est arrivé de Port-au-Prince à Hinche, si je puis dire, aujourd'hui. Et là, il y a aussi quelques petits soucis. Il y a la route à Péligre qui a des petits soucis, qui s'enfoncent un petit peu dans le lac. Là, donc il faut aussi réparer parfois ce qu'on a fait. Il faut stabiliser les choses. Le sol est assez dynamique. Voilà, donc là, il faut aussi prendre des mesures de réparation là-dessus. Mais bon, pour l'instant, le grand objectif, et je vais en parler avec le président prochainement, c'est de voir comment est-ce qu'on avance au-delà de Hinche et qu'on remonte vers Saint-Raphaël. Et après Saint-Raphaël, de remonter vers Milo, Barrière Battante, qui est l'autre destination. Comment est-ce que vous évaluez votre coopération avec Haïti ? Le dialogue fonctionne bien. Je veux dire, moi j'ai passé 2 journées la semaine dernière avec l'OMRH, donc, qui est en charge de la réforme de l'administration publique ici. J'ai passé 2 journées avec le ministère, une journée avec le ministère de l'Éducation, une journée avec le ministère de l'Économie et des Finances, donc ce qui est l'objet de notre appui budgétaire, pour voir quels sont les progrès réalisés, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas. Et c'est un dialogue utile et constructif, très ouvert. L'Union européenne était un petit peu tiède par rapport à la commission de vérification électorale. Certains disent que c'est normal parce que la mission d'observation électorale qui était là avait donné un satisfecit aux élections. Oui. Et on s'est rendu compte, fin 2015, que des contestations ont déraillé ce processus électoral-là. Sur la commission de vérification électorale, quelle est votre lecture et votre position ? Écoutez, comme je l'ai dit déjà et répété plusieurs fois, de notre point de vue, c'est une décision souveraine du président de la République. Donc c'est partie de ses attributions de mettre en place une commission présidentielle. M. Martelly l'avait fait aussi au mois de décembre dernier, donc c'est une prérogative. Loin de nous de vouloir commenter, je dirais, une prérogative et une décision présidentielle. C'est vrai qu'avant la décision, on avait rencontré le président Privert pour lui faire part de nos observations, de nos réserves, parce que, comme vous l'avez dit, notre mission d'observation électorale, elle a suivi tout le processus depuis le départ,
Elle a vu les élections, elle a vu les imperfections, les difficultés, les problèmes qu'on a rencontrés le 9 août et aussi le 25 octobre. Mais cela étant, avec tous les travaux de suivi, de vérification, de contrôle que nous avons opérés avec nos experts, nous sommes arrivés à la conclusion que le résultat tel que affiché par le CEP à l'époque de M. Oppon était le résultat, je dirais, juste du processus et qu'il fallait donc aller de l'avant par rapport à ça. Donc on a fait ce... Maintenant, nous ne sommes pas contre une vérification quelconque. Nous, on n'a pas d'appréhension par rapport à ça. Nous avons invité un homme politique, sénateur de la République, président commission éthique et anticorruption, qui a mené une enquête qui est très suivie par les uns et par les autres. Il s'agit du sénateur de l'Artibonite, le sénateur Yuri Latortue. Le sénateur Yuri Latortue, où annoncé création commission éthique et anticorruption, pour enquêter sur Petro-Caribé, sur pratiquement près de 10 ans, 2006-2016, mais il y a des dégraissements à partir de 2008 qui étaient très importants. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est intéressant ». On dit « Ah, c'est politique ». On dit « Ah, sénateur a été conseiller président Martelly, sénateur anti-Jean marqué ». Mais il y a l'autre monde qui dit « Attendons le sénateur retournant, on regarde ça la potée devant l'opinion publique là ». Après audition hier, là, il y a des gens qui dit il y a de l'intéressant, le sénateur est quelque part pris dans l'engrenage de la vérité et est dans l'obligation d'aller jusqu'au bout. Ce sont des commentaires que vous entendez. Nous avons des commentaires ou sous-commentaires ça rapidement avant nous le faire. Nous avons dit un historique rapide des différentes convocations et auditions et ça sorti là-dedans. Famzo Robinson, moi-même, depuis nous lançons l'enquête là, puisque c'est auto-saisine nous fait, la commission a déposé des documents. Et nous décider dans la deuxième réunion pour nous faire l'enquête là. Il y a des gens qui n'ont pas de connaître ça que Petro-Caribé, mais nous avons suivi Petro-Caribé, nous connaissons ça que la donne, mais là nous venons certaines rumeurs sous question, là nous venons regarder certains documents, nous dit que, eh bien, nous allons enquêter sur fond ça. Moi-même, dès le départ, moi je connais ça le déyé. Moi je connais que, eh bien, c'est environ 2 milliards 200 millions de dépensés dans des projets. Et quelquefois, ils servi de l'urgence pour signer des contrats. Et moi, j'ai pensé que c'était l'occasion pour aller chercher la vérité. Ils au départ pensé que, eh bien, nous ne pouvons pas mener l'enquête là parce que le régime Martelly a fait 5 ans, était là. Et pendant le régime Martelly a été là, donc c'est là ça où tu as gagné environ, sous 1 milliard 600 millions, c'est là ça où tu as gagné environ 800 millions qui dépassaient. Donc, moi je dis, ce n'est pas ça du tout. Comme sénateur qui a fait enquête, moi-même, moi j'ai un rôle de contrôle, et quel que soit le régime là, n'a pas dit bagay l'argent lié. Et à travers la convocation, que tout le monde que l'a pris, nous faisons en public, et tout sénateur qui doit poser des questions, et je dis à comment on n'a pas avancé la question. Et je pense que l'enquête, ça, est extrêmement important pour la République. Vous comprenez ça? Moi, regardez à travers l'audition que nous faisons, nous avons un système justement de spaghetti. Nous avons une association de malfaiteurs. Parce que sous Préval, il y a un pile contrat qui est mal signé. Mais, pas de contrat presque qui est éliminé. Il y a des contrats, ils sont à Kobla de un côté, disons, ça qui est fait dans la ville, ils ont tapé. Fait des constructions, ils ont retiré comme ça, ils ont ouvert le monde cabri. Donc, ils n'ont pas changé le contrat, ils n'ont pas changé la compagnie, malgré Gariconi dit contrat mal signé, ils ont kembe et comme la décaissé. Et comme Gariconi a raison, parce que le film a un problème, il va faire travail là. C'était, moi, je dit des contrats qui baillent anti-amis. En fin de compte, même le comme la décaissé, le travail là pas fait. Donc, l'on prend président Préval à président Martelly, qui eux-mêmes ont gagné 2 mandats, pas de différence dans la gestion Petro-Caribé. Moi, je pense que le système qui te montré Petro-Caribé, c'est un système mafieux. Parce que, comme là, en général, de Petro-Caribé, il sorti au départ et dans BMBAD, qui lui-même transféré comme là à des secteurs qui pour signer des contrats qui pour faire travail à la fête. Mais contrat et secteur ça yo
yo gen pour demander BMPAD comme BMPAD pas gen droit superviser travail yo. C'est eux même qui va travailler là qui superviser. Et contrat qui signé yo avec secteur ça yo, c'est ministre là qui fait un gré à gré. Parce que tout Petro-Caribéa Ministre font gré à gré. 3 Petro-Caribéa passé dans urgence. OK, donc c'est soi-disant couverture loi d'urgence qui permet que des contrats faits de gré à gré. De gré à gré. Et qui est-ce qui a supervisé? Presque c'est ministre encore qui choisit film supervision. BMPAD qui était qu'à un instance qui était là au de supervision, BMPAD son instance de décaissement. Il va même garder dans quel niveau qui sont. Donc grand pile comme qui baille de 30 à 50% de l'entreprise qui prend comme là, mais on l'autre résolution vient éliminer le travail ça. Donc ça veut dire que ou grand pile comme qui gaspillé dans des travaux qui lancé. Bah illustration pour auditeurs et téléspectateurs qui comprennent. Gayon firme GTC qui a appartenu à M. Colts, c'est comme ça que Yves-Germain Joseph désigné propriétaire là. C'est le cas de fameux Routsa, Montagne-Noire, Thomasin et Académie. 21 millions pour 18 km, c'est 8 km qui fait, mais entièreté et comme la baille. C'est quoi la procédure pour décaisser comme pour contrat? Je m'explique. Contrat ça, son contrat qui signé pendant urgence, n'a dit pendant en janvier 2010, urgence question tremblement de terre. État d'urgence déclaré. Route ça fait partie de question état d'urgence. Mais yo mitel et yo si on gré à gré pour 22 millions de dollars. Route ça pour commencer yo bail 9 millions de dollars d'avance de démarrage. Il y a 18 km. Normalement, prix 1 km dans le pays, c'est 1 million de dollars. Mais comme tu as des travaux d'art, il vient 22 millions de dollars. Il y a 5 décaissements qui fait sous gouvernement après. Qui gouvernement? Qui est-ce qui était dans la planification dans la période ça? Avant cela, il vient fait sous Belle-Rive. Hein? Gariconi pas fait. Tout décaissement est fait avec la motte. Qui était dans le ministre de planification et Premier ministre. Eh bien, le tout décaissement est fait, 22 millions de bail. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que route là supposé fini. C'est 8 km, moins que 8 km qui fait notre travail là. Et pendant qu'ils arrivent dans le 4e décaissement, ils signent l'autre contrat pour 45 millions de dollars. Avec la même firme? La même firme. Qui peut tout cas exécuter le précédent contrat? Okay. Puis gros bagage qui a signé son avenant. Ou un norme. Que la loi dit que pas qu'à dépasser 30% de 22 millions. Si que qu'on y a ou vinn signer l'autre contrat ou pas qu'à signer même contrat pour même et ça ne même route là. Il y a un truc qui est extrêmement important. On prend l'autre film. Un film d'Europe de l'Est. Un film qui sorti en Europe de l'Est. Il vient ici. Le film là, t'as sorti ton film étranger, pour le venir ici, il faut gagner 20% actionnariat haïtien, selon la loi. Il va gagner. Ils font un contrat avec le film là, d'après le ministre Yves-Germain, ils ont 2 500 000 dollars d'avance de démarrage. Le film là, pour déplacer un wash, ils ont 700 000 dollars pour deuxième tranche là. Ou déjà dans 3 200 000. Ça film ça t'a fait, pour qui travaux? Film ça a été venu pour que vous ne pouvez pas des places publiques. D'ailleurs, dans le contrat, il n'y a pas même mettre qui place publique. Donc, les 3 200 000 étaient 300 000. Bon, film là, après le film prend deuxième tranche là, il lève le parti là. Il va faire rien, on dit qu'il va aller voir wash. Rien. Donc, ça veut dire que pas de différence ni entre président Préval et président Martelly. C'est le premier bagage pour tout le monde venir. Ouais. Par exemple, Michael Lecor. Mais c'est Michael Lecor qui monte, oui, BMPAD là, avec le président Préval. Qui était 4 ans sous le président Martelly. Et qui, d'après moi-même, qui gardait que le système n'est pas fonctionnel. Je ne peux pas payer des bails comme ma banque. Les gens qui ce n'est pas un petit mot, ou association de malfaiteurs dans l'administration publique, qui a gardé au plus haut niveau de l'État et qui a peut-être dit, mais conseil de fonctionnaires, je dirais, qui a des postes importants, pour ne pas citer l'actuel Premier ministre, qui était conseiller au
tu as un rang de ministre, tu as siégé dans le conseil des ministres et il t'a servi plusieurs, en tout cas, il t'a servi d'administration évoquée là, administration président Préval, administration président Martelly. Est-ce que dans le cas ça, ce n'est pas systématique que il y a des gens qui ne pas faire ce qu'il faut pour protéger les intérêts de l'État par rapport à Petro-Caribé après ça que petit téléspectateurs pour le ver? Les intérêts de l'État n'ont été jamais protégés. Jean-Will Thomas-Seyus, c'est président de l'Association nationale des pêcheurs haïtiens. On va parler de la pêche. Association nationale des pêcheurs haïtiens, historiquement, qui ça lié? Bon, Association nationale des pêcheurs haïtiens, c'est une association qui est créée par ex-président Préval. Dans un contexte politique, côté nous avons parlé de production nationale. Parce que le président Préval, dans l'année 1998, pour nous sortir dans la question problème économique, problème financier, côté il a parlé des objectifs millénaires et du développement, les OMD à partir de 2015, il a dit, eh bien, messieurs, il faut que nous fassions gens pour messieurs pêcheurs, parce que les gens ont toujours des cailles, pas jamais devant cailles. A dit émission elle coïncider par rapport à ça. Donc oui. Association faite en 2010 dans le contexte Jean dit non là. Non, c'est en 2000. En 2000. Oui, 16 ans. 16 ans c'est par président René Préval. Côté nous fait un gros colloque à Lili le 10 décembre 2000 côté nous avons accouché Association nationale des pêcheurs haïtiens. Qui est objectif association? Objectif association c'est permettre que tout pêcheur dans le pays ait l'autre aller mieux, l'autre vie meilleure. Et c'est regrouper toute association de base autour de nous-mêmes qui c'est Association nationale des pêcheurs haïtiens pour nous permettre de l'autre éducation de la pêche. Et il y a un point important que je dis à la bataille en termes d'objectifs, c'est venir avec l'école de pêche. Côté, ils considèrent que les gens qui fait la pêche, c'est les gens qui par contre sont bon imbéciles, sont bon égarés. Je suis allé dans l'université, dans l'INAGé, nous avons une conférence de presse. Les m'a dit c'est pêcheur, tout le monde a regardé. Yo dit monsieur sont pas qu'à pêcheur parce que thème m'a dit ça m'a dit yo dit non, yo dit même si tu pêcheur sont pêcheur avancé. A dit depuis tête ou pas rouge, a dit ou pas ou pas pêcheur. Depuis ou pas qu'on lit, c'est les sont pêcheur mais depuis qu'on lit ou pas qu'à pêcher. Et je dis la pêche là, c'est nous un avocat, nous un économiste. Moi même qui là, moi fais éducation Macuba. C'est là que je recevoir un diplôme en économie agricole, je fais statistique et planification. Mais l'aime en Haïti, comme moi-même, son monde qui naît de nature, son bagage héréditaire qui me ensemble, papa, c'est le premier monde qui te mène un bâtiment à moteur, c'est le premier monde qui me eh bien moi-même, l'aime en Haïti, moi, question et économie, les différents par rapport à l'économie que me fait Cuba, moi, livre dans la pêche. Papa me dit qu'on fait la baleine, mais qu'on y a m'appelle avec EcoSender, m'appelle la boussole, et m'appelle avec GPS, a dit m'appelle en l'autre bagage, mais papa me dit qu'on fait avec flash, avec brapin, avec baleine, c'est avec ça, mais m'appelle dans l'autre dimension. Joseph Thomas, on nous parle des chiffres. Je dis à combien de monde qui dans le secteur, combien de monde qui travaille dans le secteur, ça représente dans l'économie, qui ça représente en termes de production? Bon, dans le secteur pêche là, je dis à la signaler dans un chiffre qui est basé dans le ministère de l'Agriculture. Parce que vous connaissez ces ministères-là, c'est les-mêmes qui ont une base de données, qui ont tout chiffre. Même si nous-mêmes nous avons un chiffre pas nous. Parce qu'il y a une association, il faut un chiffre, il faut une base de données. Nous-mêmes, au niveau pas nous, si vous regardez, nous avons près de 31 000 personnes qui sont dans le secteur ensemble avec nous. Ou après à l'échelle nationale. Mais le ministère, dans le chiffre qu'il y a, il y a 52 000 personnes qui ont dans l'activité de pêche là. C'est-à-dire, vous êtes capable de dire quelle main-d'œuvre. Avait dit, si vous avez 52 000 personnes en fonction de la population qui est basée, qui fait activité économique quotidiennement, qui a entré près de 9 à 10 millions de dollars américains et qui a 16 par an et qui a 16 000 tonnes de poissons par année. Et nous avons 800 tonnes que nous exportons dans les pays étrangers, ça veut dire ouais, qui importance que filière ça gagne pour l'économie nationale là. Et tout dans l'autre pays, filière ça, yo prend yo servi avec elle et puis yo fait le servir et balle de support appui budgétaire pour l'autre filière, pour l'autre branche économie au niveau national là, ta coup éducation, la santé, et ben yo fait le Cuba. C'est ça que nous dit non, chiffre pas nous qui c'est 31 000 personnes. Et dans le chiffre ministère là, qui c'est 52 000 personnes, ça veut dire nous, ouais,
pas un trop grand écart parce que il y a des gens qui pas même association. Il y a des gens qui vivent indirectement de ça. Et là nous communauté de côtière et marine 1700 km de côte. Quand il y a 1750 gens dit là, mais nous croyons qu'il y a un vaste territoire, côté un vaste espace, côté nous sommes capables de des gens qui vivent là-dedans. Et toute ville, c'est des villes côtières. Si nous apprenons l'histoire et des occupations et de l'esclavage, tout ça, pour nous arriver dans l'occupation américaine, pour nous arriver dans toute question de l'indépendance, la majorité des villes, c'est des villes côtières. Et toutes les villes côtières, ça, dépendent tout des questions des fruits des mers, des pêcheurs qui vivent là-dedans. Et des bons gens ou bol en mer, qu'elles soient dans la ville ou sont pêcheurs. Parce que si ou pas directement ou pas là mais indirectement ou sont pêcheurs parce que madame ou petit tout et ou vivent des produits qui sortent dans la mer. C'est où dit nous produisons 16 000 tonnes de fruits de mer, de poissons entre autres. Où dit nous exporter 800 tonnes. Mais est-ce que production locale là réussit à couvrir besoin marché? Non, production locale là pas couvrir besoin marché. Parce que l'on gagne près de 10 millions de monde qui pour manger, qui besoin de fruits de mer. Et songez bien des pour à l'hôpital, ils disent là, ils trouvent les médecins trouvent à manger fruits de mer. Ils disent ouais, fruits de mer là, sont bagages qui gagnent en pile importance. Ça veut dire pour couvrir 1 million, 2 millions de monde, ils disent ouais, on n'a pas besoin. Au moins, il faut gagner 2 millions, 3 millions de tonnes de poissons pour capable de pour manger chaque jour. Et c'est bon, si nous ne pas dire poisson, bon, fruits de mer. On a dit fruits de mer. Mais je dis là, pour nous être capable de couvrir ça n'a couvrir, il faut augmenter 4 fois plus ça n'a pas. C'est structuration organisationnelle, association nationale des pêcheurs pour être capable de tourner force représentative au niveau secteur de la pêche là. Deuxième bagaille, c'est permettre que les consommateurs que connaissent l'important pour manger fruits de mer qui fait dans le pays. C'est là mettons bout dans des cas de pile plaisir servir. Kemela Pamoli ou ka contacter nous dans 3 420 40 41 ou bien écrire sur email là ralphonse@commerciallenouveliste.com si vous envie de discuter avec nous, si vous envie de partager avec téléspectateurs yo et des informations. Nous bon rendez-vous Jean Dédoulia là en plus prochaine édition de DRK Kembered Pam.